Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, comme vous le savez, depuis le début de la pandémie, nous ajoutons à nos enregistrements hebdomadaires des badas, des suppléments d'un genre particulier et qui la plupart du temps tendent à nous faire voir comment les choses se passent dans le reste du monde. C'était ce qui va être une nouvelle fois le cas aujourd'hui avec François Vanthome qui est à Sydney. François, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Sydney et vous dirigez le Courrier australien, qui est le premier, le plus ancien des journaux australiens en langue étrangère et qui paraît depuis à peu près 130 ans, c'est ça? En effet, donc j'ai le grand honneur et la fierté de redonner âme et de diriger le Courrier australien qui a été lancé en 1892. Et donc, c'est le premier journal étranger d'Australie. Donc, c'est vraiment une institution. Il a une histoire assez incroyable. Et il a joué notamment un rôle très, très important dans tout ce qui était les institutions, les associations ici en Australie, puisque c'est suite à des articles qui ont été publiés, qui a été créé, par exemple, l'Alliance française en Australie. C'est aussi grâce à des articles et au retour des lecteurs qu'a été créée la Chambre de commerce. Donc, ce journal a une histoire importante. On a partagé aussi, dans les années 1890-1900, les mêmes locaux que le consulat de France. Donc, vous voyez, tout était lié. On faisait vraiment partie des institutions. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est très, très important aussi, c'est que ce journal a pris position contre le régime de Vichy et donc contre les institutions en place, et donc a été mis à la porte par le consulat de l'époque et est devenu le journal de la résistance dans tout le Pacifique. Donc, c'est une histoire très importante de ce journal. Alors, pour être tout à fait complet, il y a eu une interruption en 2011 suite au décès de l'ancien propriétaire. Alors déjà à l'époque, les journaux avaient quelques difficultés avec la transition digitale et donc le journal a été mis en veilleuse jusqu'en 2016 lorsque j'y ai prêté un intérêt et qu'avec un partenaire, Bernard Le Boursicot, on a décidé de reprendre le nom du journal et de redonner vie à cette institution, à ce patrimoine culturel français en Australie. Vous êtes belge, vous étiez venu en Australie, vous êtes venu en Australie dans quelles circonstances? Eh bien, j'ai eu aussi le bonheur de rencontrer mon épouse à Bruxelles, qui était de passage, est une Australienne. Et donc, après 7 ans et 3 enfants à Bruxelles, elle m'a convaincu que c'était mon tour de faire le pas et d'aller voir ce qui se passait dans son pays d'origine. À la base, on devait rester 2 ans minimum. Et comme beaucoup de personnes, quand on vient en Australie, on a tout de suite un coup de foudre. Et bien souvent, on reste aussi dans ce pays. Donc, ça fait maintenant presque 7 ans, d'ailleurs au mois de mai, donc on doit être à 7 ans maintenant, à quelques jours près, que nous sommes en Australie, à Sydney, et qu'on ne regrette absolument pas cette décision pour l'instant, même si bon, la vie d'expatrié a des avantages et des inconvénients. De quoi est fait ce coup de foudre pour l'Australie? Ah bah, il y a beaucoup d'éléments. Donc moi, je vais dire il y a ce sentiment aussi qu'on est tous les jours en été pratiquement, qu'on a ce sentiment d'être en vacances tous les week-ends. Sydney particulièrement est magnifique. Donc autour de Sydney, à 5 minutes du centre-ville, il y a des plages, il y a des parcs nationaux partout. Donc, le week-end, on va faire du kayak, on va à la plage, on va faire du surf, on va se promener, on va faire des randonnées. Donc, c'est des week-ends qui sont fort agréables, avec les enfants particulièrement. Et contrairement à Bruxelles, par exemple, où il pleuvait beaucoup, ici, on a toujours des activités sportives ou extérieures qui sont vraiment passionnantes. Et au-delà de cet aspect-là, il y a aussi cette mentalité anglo-saxonne que j'apprécie particulièrement, où les gens sont très respectueux de tout. Il y a ce sentiment de sécurité. Ça m'a marqué de manière incroyable en Australie. Petite anecdote, j'oublie
mon smartphone dans le bus au centre-ville, 3 jours plus tard, on vient me le rapporter, quoi. Donc, je ne sais pas si ce sont des choses qui… En tout cas, c'est des choses qu'on n'a plus beaucoup l'habitude de voir en Europe. Donc, ce sentiment-là, le respect des personnes plus âgées, des jeunes qui se lèvent dans le bus pour laisser la place aux personnes plus âgées, aux personnes enceintes, etc. On le voyait, en tout cas, moi, je le voyais de moins en moins souvent. Ici, c'était un naturel, c'est quelque chose de spontané, de très agréable au quotidien. Et on a ce sentiment de sécurité. Et aussi, on le constatait aussi ces derniers temps, on a ce sentiment de solidarité entre les Australiens. Et ça, c'est important. On l'a constaté durant les différentes crises. On en reparlera tout à l'heure, j'imagine. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de bénévolat. Les Australiens sont très fiers de leur pays. Ils sont très fiers de pouvoir contribuer au bien-être de ce pays. Et on a vraiment envie, quand on y vit, on a envie de les remercier aussi, de contribuer à notre manière et d'aussi être impliqué dans ces différentes associations, dans ce quotidien. Qu'est-ce qu'on peut dire de la communauté française ou francophone, pour être plus large, en Australie? Elle est très importante. On a plus de 70 000 Français qui sont basés en Australie. La majorité est à Sydney, 60% si je me trompe. Ces chiffres sont quand même très importants. Je crois que c'est une des plus importantes communautés. Elle est très, très active et très, très appréciée dans le milieu du travail. Donc, l'expertise et le professionnalisme des Français sont reconnus ici. Ils apportent une autre manière de travailler aussi. Donc, c'est très complémentaire avec les Australiens. Elle s'intègre aussi très, très bien dans la communauté australienne. Et il y a pas mal aussi d'activités. Vous savez, il y a toujours ce rêve aussi français. Autant que les Français ont ce rêve d'Australie, les Australiens ont ce rêve de la France et cette admiration. Les Australiens, le pays qu'ils visitent le plus au monde, c'est la France. Il y a plus d'1 million d'Australiens qui viennent chaque année visiter la France. Donc il y a cette admiration commune et il y a cette longue histoire aussi commune qui, depuis des siècles, qui remonte notamment avec la Première Guerre mondiale, par exemple, où il y a eu beaucoup d'Australiens qui ont été impliqués et qui se sont rendus en Europe. Donc, il y a ce respect mutuel et cette admiration mutuelle qui continue dans le domaine quotidien, dans l'histoire, dans les contributions à l'effort de guerre et aussi dans les contributions au niveau du commerce et de l'économie. Il y a beaucoup d'échanges qui se font et on l'a vu ces dernières années avec notamment le contrat des sous-marins, le contrat du siècle, comme on l'appelait ici en Australie. Alors, je reviens au Courrier australien, le journal que vous dirigez. C'est un journal en ligne et uniquement en ligne, ça n'est plus un journal papier. L'avenir de la presse papier en Australie est particulièrement menacé, et entre autres par la décision récente de Rupert Murdoch, dont on a quelquefois oublié qu'il était d'origine australienne, la décision de Rupert Murdoch de cesser d'imprimer une centaine de titres de la presse locale dont il continue à être le propriétaire. Oui, il y a pratiquement un monopole de l'empire Murdoch. Bon, je pense que de manière générale, on le sait, il y a eu ce problème de transition digitale qui a eu il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, la plupart des groupes médias commencent à trouver un nouvel équilibre, mais ils n'arriveront jamais aux chiffres qui étaient avant, les chiffres publicitaires notamment, ou d'achat des journaux. Ben, c'est en chute libre. Les gens estiment malheureusement, je trouve, que la presse est un droit gratuit, quoi. C'est une information gratuite, c'est un service gratuit, alors qu'ils oublient probablement qu'il y a du travail derrière, il y a des coûts et il y a des journalistes aussi à payer. Et si on veut faire du journalisme de qualité et d'investigation, bien, il faut pouvoir avoir de l'argent pour consacrer à cette évolution. Alors le modèle digital, les rentrées sont moins importantes. Il y a eu une erreur, et ça je parle de nous au niveau mondial, parce que je dirigeais aussi un journal en Belgique il y a une dizaine d'années. C'était la course au clic, parce qu'on pensait que c'était en ayant le plus de clics qu'on allait avoir le plus de revenus publicitaires et qu'on allait gagner cette bataille. Et là a été vraiment, je pense, la grande erreur. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus la course au clic, et donc en mettant des news qui ne sont pas forcément valorisées, mais qui font du clic, qu'on va réussir à convaincre les gens d'acheter et de payer un abonnement. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est sur le bon chemin et que les journaux comprennent
qu'il faut se diversifier, qu'il faut se différencier des autres journaux et qu'il faut du qualitatif, du retour au qualitatif et donc de nouveau réinvestir dans les médias. Donc je pense que maintenant, tout doucement, la population commence à comprendre que s'ils veulent avoir des papiers de qualité, il faut aussi contribuer. Donc ça, c'était au niveau mondial. On commence tout doucement à trouver un équilibre, mais en Australie, en effet, la presse locale est la première victime. Et Murdoch n'a pas de sentiment dans ces choses-là. C'est un homme d'affaires et l'esprit déontologique, journalistique, c'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus, je pense. C'est un avis personnel. Donc oui, c'est assez dramatique. On a encore des nouvelles aujourd'hui. Donc 375 personnes, journalistes, vont être mises à la porte dans les prochaines semaines. C'est un petit peu dramatique, mais je pense que cette crise va ouvrir les yeux des gens, des médias. On avait aussi annoncé en Australie il y a quelques mois que l'agence australienne, l'agence qui est l'équivalent de l'agence France Presse, AFP, allait fermer. Et finalement, avec tous les événements récents, c'est peut-être maintenant, ils se disent que ça peut être intéressant de continuer à le maintenir en vie. Donc j'espère qu'il y aura peut-être un nouvel espoir qui va se créer, mais en effet, les médias, c'est pas le secteur où on peut faire beaucoup d'argent aujourd'hui, ça c'est certain. Avant la pandémie, l'Australie a connu une catastrophe considérable dont les images ont fait le tour du monde, mais une fois la circulation des images terminée, on n'a presque plus parlé de cette catastrophe. Et je veux évidemment parler des incendies qui ont dévasté le pays, qui ont provoqué près de 450 morts, qui ont mis plus de 4000 personnes dans des hospitalisations durables et qui ont aussi causé des dépenses liées de surcharge des hôpitaux, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette catastrophe antérieure ? Comme vous le dites, les gens ont un petit peu la mémoire courte. Hein. On est à peine sorti de ce drame, et j'en parlais encore avec des proches. Ces 6 derniers mois, c'est vraiment, on a vécu quelque chose de particulier en Australie. Hein. Cette crise des incendies qui a focalisé l'attention du monde, parce que je suis également correspondant pour certains médias, et donc j'expliquais aux différents médias ce qui se passait presque tous les jours. Il y a eu un élan de solidarité mondiale aussi sur le drame australien. On a l'impression que c'est déjà très loin, mais malheureusement, les conséquences sont énormes. Bon, ici, dans la City, à Sydney ou à Melbourne, on a été impacté raisonnablement puisqu'on était entouré de feu, mais c'était quand même à 100 km. 100 km à l'échelle australienne, c'est rien du tout. Donc le seul inconvénient qu'on avait au quotidien, c'était de la fumée et on toussait un tout petit peu, etc. Par contre, il y a quand même un drame économique qui se joue dans les régions rurales et dans les régions touristiques. Et là, donc, il y a eu beaucoup d'aides qui ont été mises en place, mais toutes ces personnes-là espéraient que l'économie allait pouvoir repartir rapidement. Et malheureusement, dès que les incendies sont terminés, il n'y a presque pas eu de jours d'intervalle. On a eu cette crise du Covid-19. Donc, ça va être très, très, très difficile pour eux, parce qu'en plus, il y a eu une restriction, même si on a eu une restriction de Covid, restez chez vous, elle était moins importante qu'en Europe. Et donc, le voyage inter-État était limité, donc il n'y a plus de tourisme du tout. Donc ces personnes-là sont en effet très très en difficulté. Et il y a aussi cet impact. On a eu quelques enquêtes qui ont eu. Il y a eu une vague de décès qui ont suivi les incendies. Donc ces 3-4 derniers mois, on a constaté dans les statistiques qu'il y avait plus de décès dus à toutes ces fumées et ces impacts cancérigènes. Donc je crois que dans des crises pareilles, il est encore trop tôt pour faire un bilan et que ça va se constater dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et ce qui est aussi inquiétant, c'est que différentes recherches scientifiques confirment qu'en Australie, on va devoir s'attendre à ce que ces épisodes reviennent très, très périodiquement. Donc, ce n'était pas quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose qui risque de revenir chaque année pratiquement.
Donc c'est assez inquiétant. Et en effet, dans la presse australienne aussi, on n'a plus beaucoup de retours sur cet impact des incendies, puisque l'attention est portée sur le Covid. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile de faire une analyse. On est un petit peu trop dans l'actualité chaude aujourd'hui, et je pense que c'est dans 6 mois ou dans 1 an qu'on va pouvoir se rendre compte des impacts. Maintenant, il y a aussi des impacts qui vont être faits. Le gouvernement a très très mal géré cette crise des incendies, et on peut quand même dire aujourd'hui que le gouvernement a retenu ses leçons et que pratiquement tous les Australiens de n'importe quel bord politique sont unanimes pour dire que le gouvernement australien a pris ses responsabilités et a retenu ses leçons, et que maintenant a agi de manière pratiquement exemplaire sur le Covid. Et ça, c'est aussi une leçon de cette crise des incendies. Le gouvernement a en effet totalement modifié son comportement. La pandémie elle-même a été bien contenue par rapport à beaucoup d'autres pays, mais les conséquences économiques restent extrêmement importantes, non? Oui, mais c'est surtout ça. Donc, quand on compare avec ce qui se passe en Europe et dans le monde, on n'a pas eu cette crise, cette peur d'être touché par la maladie, entre guillemets, si on peut appeler ça la maladie, puisqu'on se sentait relativement en sécurité. On a la chance, on a quand même de la chance, on est un pays très éloigné, on est une île continent, et on n'a pas été touché les premiers. Donc, on a quand même regardé ce qui se passait en Europe, et on a pu anticiper beaucoup de choses. Donc avant que l'Australie soit impactée, on était déjà occupé à prendre certaines mesures. Aujourd'hui, et ça paraît presque insensé quand on compare avec les chiffres d'autres pays, il y a eu 7000 cas positifs et 103 morts sur une population 25 de millions 25 millions. d'habitants. Oui, c'est ça. C'est pratiquement anecdotique. 103, même si c'est 103 de trop, dans les statistiques au niveau mondial, c'est assez incroyable comme statistique. Par contre, ces chiffres-là ne sont pas dus au hasard. Le gouvernement a pris des décisions rapides. Il fallait absolument éviter que les services hospitaliers ne soient pas assumés cette vague de patients qui devraient être hospitalisés. Donc, il y a eu des restrictions très difficiles, et c'est aussi ça qui a été un petit peu parfois difficile à comprendre pour la population, puisque la population se dit, mais attendez, il y a 10 cas par jour, qu'est-ce que vous voulez, on ne doit pas prendre des décisions si importantes. Et on a un petit peu ce sentiment aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui disent, c'est grâce à ce comportement et à ces décisions qui ont été prises que l'Australie s'en sort très bien, et d'autres disent, mais est-ce qu'on n'en a pas fait un petit peu trop, et le pays souffre économiquement? Est-ce que c'était des décisions qui étaient proportionnées, qui étaient justifiées? Donc ça, il y a un débat maintenant qui s'installe, puisque on a eu des restrictions, mais on a tout ce qu'on a eu, la plus grande restriction qu'on a eue finalement, c'était d'avoir les enfants qui ne devaient plus aller à l'école et qui faisaient donc la scolarité en ligne. Pour le reste, il y a eu des gens, donc on travaillait à domicile, mais on n'a pas peur d'aller dans les magasins. On pouvait aller dans les magasins, aller chercher à manger, on pouvait aller faire les courses, acheter une paire de chaussures si on estimait aussi. Il n'y avait pas cette interdiction, c'était plutôt des recommandations, et les Australiens l'ont vraiment suivi. Bon, au début, il y a eu quelques cas qui ont été faits, je dirais, punitifs, exemplaires, avec quelques milliers de dollars d'amende si on ne respectait pas. Mais c'était quelques dizaines ou centaines de personnes, et je crois que c'était plus pour que toute la population essaye de respecter les consignes. Mais donc la population a vraiment fait ça de manière exemplaire. Heureusement, donc on ne se sent plus vraiment menacé. Je crois qu'on a eu 3 morts sur les 15 derniers jours. Mais il y a cet impact économique qui est très, très, très important. Donc, il y a des milliards qui sont maintenant injectés pour aider la population. Il y a le job keeper, maintenant il y a le job builder. Donc, il y a eu beaucoup d'aides qui sont données pour que les sociétés ne mettent pas à la porte leurs employés, mais qu'ils puissent leur proposer un salaire minimum. Maintenant, le gouvernement est en train d'investir énormément d'argent pour permettre aux personnes qui ont perdu leur emploi de suivre certaines formations gratuitement pour pouvoir se recycler et se retrouver une position dans le milieu professionnel.
Il y a aussi un autre impact très très important, et on n'en parle pas beaucoup, c'est tout ce qui est l'impact des universités. Vous savez que les universités australiennes, elles sont grandement financées par les étudiants étrangers, et Oui. beaucoup par les étudiants chinois. Et donc cette crise du Covid-19, mais tous les étudiants ne sont plus là, c'était au moment en plus des inscriptions. Donc, il y a énormément d'argent qui sont perdus pour l'université, et donc il y aura probablement des grandes questions à se poser aussi sur comment vont-elles assumer dans les prochains mois et les prochaines années cet impact-là. Alors, il y a une conséquence économique. Vous venez de parler de tout ce qui touche, enfin tout ce qui se traduit en fait par un chiffre du chômage qui a augmenté de manière considérable, qui est pratiquement à 20% maintenant. Mais il y a une autre conséquence qui est une conséquence politico-économique qui touche les relations commerciales avec la Chine, qui est un partenaire majeur pour l'Australie. L'Australie a réclamé vigoureusement aux instances internationales et à l'OMS une enquête sur la manière dont les Chinois ont géré la naissance de la pandémie chez eux, et les Chinois ne sont pas contents. Et ça se traduit économiquement d'une manière qui, sans doute d'ailleurs, pourrait provoquer une certaine prise de conscience en Australie. Oui, tout à fait. Il faut savoir que la situation de l'Australie, bah, depuis la Deuxième Guerre mondiale, finalement, l'Australie est un allié important des États-Unis. Donc, l'Australie est partagée entre son allié américain pour toutes les décisions stratégiques et militaires, mais le premier partenaire économique, c'est aussi la Chine, qui est son voisin. Donc, l'Australie a toujours dû jongler entre les deux puissances mondiales, la Chine et les États-Unis. Et là, bah, écoutez, c'est un cas d'école. Hein. Je crois on pourra en faire beaucoup d'études là-dessus. Donc, l'Australie a pris une position en souhaitant avoir plus d'informations, d'éclaircissements. Évidemment, il le paye cher. Donc, récemment, donc, maintenant, les Chinois ont bloqué l'importation des plus grandes sociétés de bœuf en direction de l'Australie, en direction de la Chine. Donc, l'impact économique est très important. Et encore une fois, ils sont touchés après avoir eu les incendies. Maintenant, il y a donc cette contrainte économique sur le bœuf. Il y a aussi des taxes qui ont augmenté sur l'orge. Donc, on est en plein dedans. Alors, de nouveau, il y en a qui trouvent que la position du gouvernement australien est exemplaire, et d'autres qui disaient mais pourquoi est-ce qu'ils ont insisté, ils ont pris ça aussi à cœur, et peut-être qu'ils auraient dû laisser la main à quelqu'un d'autre. Bon, l'avenir nous le dira, mais en effet, aujourd'hui, on constate qu'il y aura un impact économique plus important. Maintenant, je crois aussi que c'est comme dans tous les pays qui ont été tellement dépendants de plusieurs pays, et notamment de la Chine, qu'il y a une remise en question, et qu'il y a aussi en Australie maintenant des questions qui se disent on a été trop dépendants, il faut qu'on redevienne capable de gérer certaines choses. Et donc peut-être que ça permettra aussi, il y aura une période qui sera probablement très difficile, mais ça permettra peut-être aussi de rebooster l'économie différemment, l'économie locale. D'ailleurs, la bourse australienne est en hausse depuis quelques jours, donc il y a quand même il y a une crainte, mais il y a quand même un optimisme sur le long terme peut-être. Oui, et une prise de conscience des effets de cette dépendance, et pas seulement sur le plan, sur le plan sanitaire. François Vanthomme, merci beaucoup. Je vous signale que nous avons, le Nouvel Esprit Public, 779 auditeurs en Australie. Je ne peux pas les localiser davantage, mais nous avons à peu près 275 000 auditeurs par mois, c'est-à-dire à peu près 70 000 par semaine, dont presque 25% à travers le monde, dans 160 pays, et il y a 779 auditeurs du Nouvel Esprit Public que j'aimerais saluer par votre intermédiaire, et tout en vous remerciant de nous avoir éclairé sur cet île-continent dont on a tendance à ne parler en France que quand il lui arrive des mésaventures spectaculaires comme les incendies. Merci beaucoup, François Vanthomme. Avec grand plaisir.